On est une agence, alors on fait de l'architecture, mais on fait beaucoup d'urbanisme. Et on travaille aussi sur des sujets qui sont relativement, je ne vais pas dire complexes, mais souvent un peu, parfois ceux qui font moins envie un peu dans la perception qu'ont les gens, sur le logement, sur les quartiers d'habitat social, enfin sur des questions qui nous stimulent énormément, mais qui parfois en termes de communication aussi sont moins évidentes. Mais je pense que la question de la représentation, la façon de raconter le projet, s'est perfectionnée aussi à travers ça, c'est-à-dire que on recherchait une façon à la fois simple aussi d'expliquer des choses qui sont pas évidentes, et une façon de raconter des choses qui se matérialisent pas forcément aussi simplement, et une façon aussi un peu optimiste du coup de communiquer aussi les idées, aussi bien à la maîtrise d'ouvrage qu'aux habitants. Et je pense que ça a pas mal orienté depuis quelques années aussi la façon dont on travaille avec le dessin et dont on travaille avec le texte, avec la représentation qu'on fait des projets. On avait commencé au début à faire une sorte d'étude, un petit peu recherche sur les personnes âgées, sur la condition urbaine des personnes âgées. Du coup, on a commencé à dessiner, tout d'abord, essayer de comprendre la condition, on va dire, condition de vie un peu de ces personnes âgées-là. Et on a dessiné des personnes un peu fragiles. Alors, voilà, des personnes qui étaient parfois atteintes de maladies, etc. Et on les a dessinées de façon aussi un peu avec un trait très fin comme ça pour pouvoir rentrer dans la question. C'était un vrai choix entre nous de pouvoir l'affiner. Et petit à petit, on a commencé à réutiliser aussi ces personnages-là dans d'autres projets. On en a développé un qui était un peu, peut-être un peu plus important que les autres, qui était celui-ci, qui était un homme qui pense au futur, qu'on utilise beaucoup dans les projets parce que c'est un peu une façon pour nous d'imaginer la projection aussi dans le futur. Et c'est vrai que dans les projets, on fait beaucoup d'urbanisme, donc on a cette question de la projection qui est parfois à très long terme. Et on aime bien la poser comme ça, de façon aussi avec, on va dire, avec beaucoup d'incertitudes. Et en même temps, on rentre là-dedans par le dessin. Alors on a développé du coup depuis des objets, des caractères, aussi des outils, des engins de mobilité, également des éléments de paysage qu'on utilise dans des diagrammes, etc. et qui nous permettent voilà, de plus facilement et assez rapidement de pouvoir exprimer une idée et de pouvoir la formaliser de façon, on va dire, concrète. Alors on a des animaux, par exemple, on a le crocodile du Nil, quand on avait fait un projet sur le Nil, qu'on a redessiné, parce que c'est aussi important de comprendre un peu le monde du vivant. Ça, c'est un peu l'ensemble des objets qui, pour nous, bougent et nourrissent un petit peu aussi notre approche, on va dire, de l'urbanisme et de l'architecture par des détails comme ceux-là qui bougent dans l'espace et se développent voilà, dans l'espace aussi. Ça peut paraître bizarre des fois, mais on a ces outils-là, par exemple les bonhommes, on en a d'autres, on a un autre exemple, par exemple ici, qui sont des tissus qu'on avait développés dans le cadre d'un projet qu'on a fait à Bordeaux, un concours pour l'OIN Nord-Atlantique, des tissus de ville, qui sont à chaque fois avec la même densité et avec la même programmation, mais qui fonctionnent très différemment, avec un code couleur, du coup, à chaque fois pour les programmes. Les 5 premiers sont ceux qui concernent le projet qu'on avait fait, et puis ensuite, on en a d'autres qu'on a redessinés, qui sont de territoires de projet ou de territoires qui nous intéressent. Il y a une personne à l'agence qui venait de San Francisco, qui a dessiné par exemple son tissu de San Francisco, etc. On pousse ça un peu comme une réflexion et comme une recherche. Ça, c'est un type d'outil, on en a encore d'autres. Mais l'enjeu de ces outils-là, c'est aussi de faire du dessin un peu une non-question. C'est-à-dire que ça peut paraître bizarre parce que souvent les gens ils ont l'impression quand ils voient les dessins qu'on fait qu'on attache énormément d'importance à la question graphique. Alors oui c'est vrai, mais on attache énormément d'importance dans l'objectif de simplifier cette question-là, de pouvoir travailler aussi vite et efficacement. Et en réalité on passe assez peu de temps devant les dessins. Par exemple sur la question des tissus, à partir du moment où on avait développé une façon de les dessiner, on peut très vite expérimenter avec d'autres tissus, en produire des nouveaux, tester des questions aussi bien de densité, de quantité, qui sont des questions programmatiques économiques, mais aussi interroger la question de l'espace là-dedans, et on se rend compte qu'on arrive à avancer aussi beaucoup plus vite, quoi, à partir du moment où on a défini des outils. On aime bien aussi l'idée de pouvoir ranger un peu tous les éléments qu'on
qu'on produit pour pouvoir les réutiliser et les réutiliser comme des outils. Et ici, par exemple, on avait inventé une sorte d'étagère comme ça, qui part du plus petit au plus grand, qui permet de classer un peu différents projets qu'on a redessinés ou que nous-mêmes on a fait, et de les avoir comme ça dans une sorte de bibliothèque virtuelle. Ça nous, comment dire, c'est aussi une façon pour les personnes qui viennent à l'agence travailler tout de suite d'avoir du matériel à disposition et de comprendre qu'il y a une infrastructure qui est présente et qu'il y a des aides au dessin. Et comme disait Suzanne, c'est vraiment aussi par un souci de rentrer directement dans le projet. Alors, Autonerat, c'est aussi un personnage qu'on connaissait comme ça de nom, mais on n'était jamais vraiment rentré aussi dans son travail. Mais on a été assez surpris aussi de tout l'immense travail qui a été réalisé pendant cette période et qui est assez extraordinaire. Et surtout aussi l'équipe qu'il a mis en place pour pouvoir réaliser cette espèce on va dire, de réaliser tous les isotypes et même l'ensemble de ces ouvrages. C'est une question qui nous intéresse beaucoup. Donc comment est-ce qu'on peut communiquer des idées complexes aussi sur la ville, plus largement sur la ville dans notre cas à nous, mais comment est-ce qu'on peut les communiquer au plus grand nombre? Et c'est vrai qu'on s'est interrogé aussi par rapport à leur façon de les dessiner et aussi les diagrammes qu'ils font, qui sont souvent en relation avec la question de la quantité et des chiffres, etc. C'est aussi ce avec quoi on travaille beaucoup, c'est-à-dire à la fois les chiffres d'un côté, mais également la représentation visuelle qui permet de comprendre une idée tout d'un coup de la façon la plus directe et la plus puissante. Et oui, aussi, on a creusé un tout petit peu pour comprendre comment est-ce qu'ils avaient développé en fait leur système. On sait qu'il y avait un autre designer, Gert Hans, et puis sa femme Marine Rath, avec qui il a développé tout ça. Quand on voit les sketchs aussi qu'ils font à la main, c'est aussi des choses qu'on fait, nous, c'est-à-dire qu'on dessine beaucoup à la main, sur des dessins comme ça, qui ne sont pas forcément du coup lisibles pour quelqu'un d'autre, mais après on les retravaille. Dans ce travail-là, un peu sur la communication un peu immédiate des idées, il y a un travail qu'on a fait qui a été assez, je pense, structurant de la façon dont on a développé par la suite un peu aussi les dessins à l'agence. C'était en 2012, on a été invités tous les deux à diriger une masterclass à Bruxelles sur... alors c'était plusieurs écoles internationales qui venaient pendant 2 semaines travailler sur la question de la réintroduction des activités économiques, logistiques, industrielles au centre-ville de Bruxelles. Et on nous a demandé de diriger cette masterclass et surtout de construire la méthodologie du masterclass. Et nous, comme on construit toujours la méthodologie des projets dès le début, un peu à l'agence, que c'est quelque chose de très important, on s'y est mis un peu... on l'a pris très sérieusement, la question. Et alors ça, c'est le livre qui a été sorti de la masterclass. Et on a un de nos soucis, un premier souci, c'était comment expliquer une question comme ça qui est assez complexe sur les activités industrielles, économiques, en centre-ville et tout, à des étudiants qui sont en 4e année. C'est quand même des questions compliquées dans un laps de temps qui est très court, de 2 semaines. Et donc on a fait ce qu'on a appelé une histoire illustrée sur l'économie et la ville. Où on dessinait toutes les questions économiques en bleu et puis les questions, les activités de la ville, le logement, etc., plutôt en rouge. Et on essayait de raconter un peu l'histoire de l'activité économique, comment elle a commencé en ville, puis elle a été d'une certaine façon éjectée du centre-ville. Et aujourd'hui, beaucoup de villes se posent la question de comment on le réintroduit. Et puis ensuite, on a fait travailler les étudiants pendant 2 semaines sur cette question-là, à partir de 5 sites, et surtout à partir... ils étaient en groupe. Alors, j'essaye de retrouver un petit dessin qui montre ça. Oui, ils étaient en groupe au début la première semaine et il y avait une partie des étudiants qui travaillaient sur l'échelle urbaine du site et une autre partie qui travaillait sur l'échelle architecturale. Pourquoi pas? Parce que les 2 choses sont dissociées, parce que nous, bien sûr, on fait les 2 à l'agence et ils sont fortement connectés. Mais ce qui nous paraissait intéressant, c'est de vraiment arriver à explorer chacune de ces questions séparément et pour ensuite se rencontrer en groupe et de devoir débattre un peu sur l'influence de l'un et de l'autre. Et surtout, on leur a demandé, et c'est le plus important, de dessiner avec 3 couleurs seulement. Tout ce qui était activité économique, logistique, industrielle en bleu, tout ce qui était lié à la ville en rouge, et puis tout ce qui peut-être arrivait à faire le lien entre les 2 en noir. Et au début, ils ont été un peu...
certains étaient un peu perdus parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des règles aussi précises un peu sur le dessin. Mais l'objectif principal dans ça, c'était pas de les restreindre, mais c'était aussi d'évacuer un peu la question du dessin. Parce que c'est vrai que quand on arrive, alors il y avait 30-40 étudiants qui se connaissent pas, qui doivent travailler ensemble en 2 semaines. Et il y en a qui sont très forts en dessin, d'autres un peu moins, etc. Et tout à coup, en fixant un code, c'était aussi pour nous une façon à ce qu'ils puissent se parler entre eux plus rapidement. Par rapport à cette question-là, de la façon dont on peut montrer le travail et poser les questions et les partager au plus grand nombre, on va dire qu'on a aussi des doutes sur même notre façon à nous de le communiquer. C'est quelque chose qu'on remet tout le temps, constamment en cause pour justement arriver à être le plus clair à ce niveau-là. Et par exemple, on a fait 4 petits livrets pour le MIPIM. Donc à Cannes, on était invités. C'est pas un truc dans lequel on a l'habitude d'aller. C'est beaucoup d'acteurs privés. Mais on y a été et on s'est dit on va essayer d'expliquer notre travail à des gens qui, a priori, parfois, on peut imaginer, ne sont pas forcément à l'écoute sur des questions d'urbanisme, etc. Donc on a essayé de développer des petits carnets comme ça en essayant de les faire le plus clair possible. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un outil, ce petit carnet, qui permet qui fonctionne aussi quand on l'explique. C'est-à-dire que si on le prend tout seul chez soi, dans son salon, peut-être qu'on ne comprend pas grand-chose. Mais à partir du moment où on l'a expliqué, on rentre dans des questions et dans un environnement que nous, on a développé. Et on s'est aperçu en fait qu'au MIPIM, ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire que les gens étaient très réceptifs aussi par rapport à la façon dont ils rentraient dans les questions, plutôt que de venir avec un portfolio, avec plein de projets, etc. On rentrait directement dans la question. Donc on a des couvertures ici qui sont différentes et qui essayent aussi d'exprimer notre relation à chacun des travaux qu'on fait à l'agence. On travaille beaucoup sur le logement et sur cette question-là du logement, de la nature et de la ville. On développe donc des projets, on va dire, également plutôt de l'ordre du plan de l'urbaniste, des projets d'architecture. Et également, depuis peut-être 2 ans maintenant, on fait on va dire un rôle de consultant dans des grandes équipes pour des grands projets d'architecture, comme des hôpitaux, des choses comme ça. Donc on a voulu essayer d'exprimer un peu à chaque fois notre relation aussi à notre métier. Donc peut-être on va parler du premier, c'est le logement, la nature et la ville. Donc on l'a exprimé aussi un peu en rouge, parce qu'on pense que c'est une question, en tout cas nous aussi c'est la question qui nous intéresse beaucoup, et c'est une question qui est forte, dans laquelle on essaye en tout cas d'avoir un discours. Peut-être pour expliquer aussi, on a commencé à travailler à Bordeaux en 2010 sur les 50 000 logements. Donc c'était une question, on va dire, au départ théorique, comment implanter 50 000 logements dans l'agglomération bordelaise. Et de la même façon qu'on a développé des dessins très fins quand on a travaillé sur les personnes âgées, on a développé des hypothèses de projet, mais en les dessinant également très finement. Parce que c'est des hypothèses de projet, qu'on n'en est pas certain, mais qu'on essaye de les approcher. Et on en a développé la première ici qui s'appelait le logement plus transport égale ville, où on a formalisé cette question-là. Et on a vraiment essayé à la fois en travaillant sur un titre équivoque et sur un dessin, de représenter cette question-là. Donc là, ici, on avait dessiné 4 hypothèses. Ici, on peut montrer un plan qui développait ensuite, plus tard dans le projet, des concepts opérationnels à l'échelle de la communauté urbaine. Également, pour ce projet-là, on a développé une boîte à outils qui nous permettait de tester sur des sites, on va dire, des faisabilités rapidement, de façon, on va dire, efficace. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, quand on avait des faisabilités à faire sur des projets, combien de logements on peut mettre ici, on ne souhaitait pas rentrer dans un projet d'architecture et d'urbanisme intermédiaire, mais plutôt de pouvoir plaquer des typologies qu'on avait répertoriées un peu de partout dans le monde, en Europe, etc., et qu'on réadaptait à la française. Et ensuite, on pouvait les tester directement sur le site et avoir on va dire, à la fois une quantité de logement et une qualité de logement. Oui, et après, à chaque fois les projets, on en a fait des maquettes aussi. Les maquettes étaient rouges également pour le logement. Donc on avait un peu ces 2 couleurs qui ressortent assez souvent, parce qu'on parle de logement, nature et ville. Donc on a toujours le vert et le rouge.
Et tout ce travail-là de 50 000 logements, qui a duré bien 2 années, ça a pas mal structuré un peu l'ensemble des projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, parce que finalement, on continue à explorer cette question du logement. On continue beaucoup à travailler sur la ville de Bordeaux. Ça, c'est un grand territoire sur lequel on travaille actuellement, qui s'appelle Codéran à Bordeaux. C'est 750 hectares, 44 000 habitants. Et on nous a demandé de faire un plan guide et de travailler un peu sur la densification raisonnée et progressive de ce type de territoire, où on voit qu'on est exactement le même type de territoire que sur 50 000 logements. Et donc on a travaillé exactement de la même façon, presque que 50 000 logements. C'est-à-dire qu'on a essayé, à travers la question du logement, de clarifier un peu les qualités du territoire. On a sorti 4 tissus résidentiels, qui sont 4 tissus résidentiels existants, qu'on a aujourd'hui dans le territoire, mais dont on n'arrive pas forcément à distinguer quand on se promène. Et on a cherché à clarifier chacun de ces tissus-là, autant dans les qualités, je dirais, bâties que dans les qualités paysagères. Parce qu'il y a un très fort lien entre le paysage et le bâti dans ce type de quartier. Et à partir de là, on a travaillé de nouveau sur des typologies architecturales qui pouvaient être intéressantes en matière de densification. Et ce travail-là qu'on a fait et qu'on mène actuellement, d'ailleurs maintenant on travaille avec les habitants et on travaille aussi avec les promoteurs privés, ce travail-là, il était inspiré aussi de la boîte à outils typologique qu'on avait commencé à développer dans 50 000 logements. On peut montrer d'ailleurs un petit cahier qui est work in progress aussi, mais qui est ce qu'on appelle la toolbox, où on répertorie tout un tas d'exemples qui sont pour nous intéressantes parce qu'elles réfèrent à des typologies qui nous intéressent surtout par rapport à des territoires, je dirais, un peu moins denses que le territoire de centre-ville, donc un peu en marge. Mais donc il s'agit à la fois de projets de logement individuels un peu plus denses, par exemple, ou de projets un peu plus collectifs comme les villas urbaines. On en a tout un tas. À chaque fois, on a répertorié alors comment il fonctionne en plan, donc les qualités qu'on a, le nombre de logements, etc., mais aussi la densité théorique à l'hectare, ce qui nous permet de continuer à travailler, à explorer de façon assez rapide des projets sur le territoire. Et cette question-là, elle est, alors tout se connecte à la fin, forcément, cette question-là, elle est fortement liée à l'exploration qu'on avait fait dans le concours au IE Nord-Atlantique sur les différents tissus. Où on cherche aussi à comprendre comment, à travers le logement, on peut fabriquer de la ville, fabriquer de la qualité aussi bien collective qu'individuelle. Donc on travaille sur cette question du tissu jusqu'à l'intérieur du logement même, parce qu'on a des projets, on en a eu quelques-uns depuis le début, des projets d'habitat, de logement plutôt individuels ou individuels groupés. Cette question-là où la relation avec le voisin est toujours très importante. Et dans cette question-là justement de la relation avec le voisinage, encore une fois, le dessin il est structurant aussi. Parce que c'est une façon en fait, quand on travaille dans un territoire, disons, un peu moins dense, on a souvent affaire à un peu moins d'habitants, mais les habitants sont souvent un peu plus intéressés par ce qui se passe autour de chez eux. Et ça, c'est un projet, par exemple, qu'on a fait pour un promoteur, une étude de faisabilité à Anglette, sur un projet d'habitat collectif dans un quartier d'habitat individuel. Ça, c'est des problématiques qu'on aborde au quotidien et où on a dessiné, par exemple, sur ce plan-là, non seulement ce qui se passait sur la parcelle qui nous concernait, mais aussi ce qui se passait sur toutes les parcelles autour. Pourquoi? Pas pour faire un beau dessin, mais surtout pour essayer de comprendre comment les gens vivaient autour, les rapports qu'ils ont à la parcelle, et du coup pour proposer un bâtiment qui s'implante de façon à gêner le moins les voisins. Par rapport à ce dernier projet à Anglette, on était aussi, on va dire, inspiré presque en regardant cette situation-là par un dessin qu'avait fait Rike Yamamoto pour une maison à Tokyo. Et on a trouvé d'ailleurs ce livre-là de cette maison aussi plus tard, mais à Tokyo. Et c'est assez intéressant parce qu'on ne parle pas japonais, on ne lit pas le japonais. Mais c'est un livre, en fait, donc, sur cette maison qui a été fait peut-être après même que la maison soit construite, on ne sait pas, ou peut-être pendant. Et où tout d'un coup, il commençait à dessiner les autres maisons du quartier pour comprendre comment cette maison-là, au niveau elle-même de son organisation, devait se placer. C'est une maison qui travaille sur cette question-là, de l'espace public qui rentre un petit peu au cœur, et où du coup, la relation avec les voisins est extrêmement importante. Et c'est un livre qui est assez rigolo, mais
voilà, c'est des plans d'architecte, on va dire, que tout le monde peut aussi arriver à comprendre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils rentrent vraiment dans la qualité, on va dire, ou dans les modes de vie de ces occupants-là. Voilà, le repassage, ici, la cuisine, les bouteilles de saké, etc. Il y en a d'autres qui sont assez rigolotes. Ici, la salle de bain, le petit enfant aux toilettes, les brosses à dents, le lit du chat. Bon, ça pourrait être un peu caricatural, mais quand on voit la maison, on comprend que vraiment l'intérêt ici de Yamamoto était d'arriver à créer un environnement relativement équilibré entre l'inscription de cette maison et son environnement autour. Par exemple, ces carnets-là, on les a fait, comme disait Anthony, pour le MIPIM, mais après, on les a aussi fait parce qu'on était confronté à une forme de difficulté dans la communication du projet et aussi dans toute la communication du projet qui doit se faire dans notre métier sans parler. C'est-à-dire qu'on a des temps de présentation de projet, des temps de discussion, mais aussi on est, surtout quand on est dans la prospection, il faut aller chercher le travail et quand on va chercher le travail, nous, on répond beaucoup au marché public, donc on envoie des candidatures, des offres, etc. On a un portfolio à l'agence qu'on a refait un nombre incalculable de fois, je pense. Tout ça pour essayer de communiquer au mieux aussi l'approche. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on a un book, un portfolio avec beaucoup d'images d'un côté et puis de l'autre peut-être un super texte qui raconte le projet, mais qui ne sont pas associés. Souvent, les gens ne lisent pas le texte, ils ne comprennent pas forcément les images. Donc, à la fin, il en ressort qu'il n'y a pas grand-chose qui est compris. Donc, je pense aussi ces cahiers-là, et que ce soit par exemple ces cahiers ou que ce soit d'ailleurs le travail qu'on avait fait sur la masterclass ou d'autres petits carnets, on en a un autre là par exemple sur un projet de renouvellement urbain qu'on est en train de faire. Donc on a fait un petit cahier très simple, pareil, avec des images et un peu de texte. Tout à coup, quand on les associe, images et texte, on se rend compte que les gens, lisent le texte, comprennent le texte à travers l'image, mais comprennent aussi l'image à travers le texte. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé, je pense, peut-être plutôt ces dernières années. Au début, on avait l'ambition au début à l'agence, quand on sortait un dessin, pour qu'il soit clair entre nous, on disait toujours qu'il faut un titre au dessin et qu'il faut que le titre soit, ça peut pas juste être plan au 200e parce que ça raconte pas grand-chose, mais il faut qu'il y ait un bon titre. Et s'il n'y a pas de bon titre, le dessin, il a pas forcément raison d'être. Et titre et image, ça fonctionne très bien. Et du coup, on s'est rendu compte au fur et à mesure que titre et petit texte aussi, ça fonctionne. Et c'est aussi une façon pour nous de tester la validité du texte et la validité de l'image. Parce qu'on peut avoir tendance aussi, je pense, dans notre métier, à produire énormément. Quand on se dit qu'on se limite dans la production, on essaye de se limiter dans le dessin, on essaye de se limiter aussi dans le texte. Ce qui n'est pas facile, parce que parfois, les gens, ils préfèrent aussi en avoir des tonnes. Mais on a tendance à produire beaucoup et de retenir peu à la fin. Et donc ça, c'est un effort qu'on doit faire au quotidien, au sein de l'agence, pour essayer de clarifier les choses et de réduire aussi, du coup, la production, les mots, les images, les dessins. Non, on est aussi clairement intéressé par cette question-là, du moins pas, par l'idée de pouvoir simplifier notre travail au maximum. Pas pour le vulgariser totalement, mais aussi parce que c'est un peu notre on va dire notre ambition, et de la partager aussi à un plus grand nombre quand on travaille sur un projet, d'autant plus sur un projet d'urbanisme, et d'être un peu au plus juste de la situation. Alors à la fois pour le texte et le dessin, mais peut-être pour revenir un tout petit peu sur le dessin, on fait des plans comme tout le monde, mais on s'est aussi aperçu à un moment donné que les plans ça suffisait pas de proposer des grands plans, etc. Et que parfois, une idée puissante, elle s'exprime autrement. Ça peut être que par un texte, par des mots, mais aussi parfois par une image, on va dire, forte. Mais du coup, c'est plutôt un accompagnement. On va dire qu'on utilise le dessin aussi de façon très multiple. C'est-à-dire qu'on aime bien les dessins, des fois aussi purement techniques, 100% techniques. Parfois, c'est des dessins plus abstraits. Parfois, c'est des sketchs plus façon Cédric Price aussi, qui sont, on va dire, qui ont on essaie d'adapter le dessin à la situation.
Peut-être juste pour dire 2 mots sur aussi Cédric Price, qui est un architecte qui nous intéresse beaucoup dans sa façon évidemment de faire le projet, mais aussi de le représenter. C'est un architecte aussi qui a un intérêt pour ce qui se passe autour, et autour des projets qu'il développe. Et du coup, il les dessine toujours aussi. On sent une forme de projection et de relation à l'environnement extérieur qui est extrêmement puissante, et il déborde, on va dire, toujours même presque de la page. Et ça, c'est des dessins aussi un peu très rapides et on va dire même intuitifs comme ça, que l'on produit aussi, tout simplement pour pouvoir rentrer dans le projet. En fait, l'avantage d'un format comme celui-ci, en dehors du fait qu'il nous force, nous, à synthétiser un propos. Là, ici, par exemple, c'est un quartier de renouvellement urbain, d'habitat social, un grand immeuble, 345 logements, des grandes problématiques sur la question de l'espace public, sur la question de la réhabilitation, etc. Donc c'est un sujet complexe qui associe la ville, le bailleur social, l'État, parce que c'est un projet en rue. Mais même un projet comme celui-là, il nous semble qu'on peut arriver, et on est obligé aussi de l'expliquer simplement, parce que c'est un projet qui se construit avec les habitants, parce que quand il faut parler à tous ces acteurs-là différemment, on est obligé de faire simple. Donc, mais au-delà du fait que ça nous oblige, nous, à simplifier aussi le discours, ça a un avantage, le fait d'associer le texte et l'image, c'est que on peut arriver dans quelque chose d'aussi simple que ça, qui doit faire 20 pages, pas plus, grâce au texte, à enchaîner des images qui sont de nature très différente. Parce que dans ce cahier-là, par exemple, on a des plans qui sont d'échelle totalement différentes. On a des dessins plutôt qui essayent de raconter des idées ou des potentiels de projets. On associe des photos. Et je pense que cet enchaînement-là, s'il se fait uniquement par l'image, il n'est pas évident à faire comprendre aux gens et aux habitants. Mais s'il y a toujours un peu un texte continu qui file en dessous et qui permet un peu simplement de se reprojeter à chaque fois dans l'image en question, et aussi d'articuler l'image d'avant avec celle d'après, le propos, il est plus compréhensible. Et je pense que l'idée, c'est aussi d'arriver à raconter une histoire. Et les histoires, elles se racontent souvent avec un lien entre le texte et l'image. La première chose, c'est comment est-ce qu'on travaille, nous et les autres, au sein de l'agence. Parce que alors, sur quelques années, on a été... Il y a pas mal de personnes qui sont allées et venues. Et effectivement, il faut toujours un temps d'adaptation. Mais ça, c'est le cas partout. Et ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est que ce temps d'adaptation soit le plus court possible pour entrer dans le projet. Après, ce qu'on essaye aussi de faire en définissant des outils clairs, et maintenant on commence à en avoir de plus en plus. On a un dossier dans notre système informatique qui répertorie un peu tous ces outils-là, qui les clarifie au fur et à mesure. On les montre à quelqu'un quand il arrive pour que ce soit clair. Pas pour dire il faut absolument dessiner comme ça. Ou dire on se permet pas de sortir de ce système-là, c'est pas le but, mais c'est plutôt un peu aussi de décomplexer la question. Mais même parce que nous, quand on a commencé à travailler dans notre vie professionnelle au début, on a tendance à avoir beaucoup de pression un peu au début, de se dire il faut sortir quelque chose qui soit bien, qui soit à la fois parlant, qui soit à la fois, je dirais même beau, parce que dans notre métier, on apprend les gens attendent de nous aussi qu'on ait une forme dans le métier d'architecte, je veux dire, ils attendent de nous qu'on ait une forme d'aisance un peu graphique. Et donc, on a pas mal de pression au quotidien, souvent, sur le dessin et sur l'image qu'on peut produire. Et cette pression-là, on essaye aussi par les outils de travail de l'évacuer. L'objectif, c'est pas que les gens ils arrivent et qu'ils pensent qu'il faut qu'ils produisent quelque chose de très bien, mais grâce aux outils, c'est de dire ok, on a une base de travail un peu commune. Après, elle évolue. Par les dessins, par les choses que nous on fait, mais elle évolue aussi fortement par ce que les gens apportent ici aussi. Mais c'est plutôt l'idée de décomplexer dès le début et de pouvoir entrer plus rapidement dans le projet. Après, comme on discute énormément aussi au sein de l'agence, qu'on passe peu de temps... les pires journées sont celles où on passe une journée devant un ordinateur, parce que c'est la moitié de la journée perdue, je pense, souvent. Parce qu'on
on commence à rentrer dans un dessin, dans soi-même un peu, à commencer à cogiter. Et on a tendance à vouloir plutôt essayer de faire les choses rapidement, de sortir, de le discuter, parce que ça avance plus vite aussi comme ça. Mais c'est clair que la représentation et les outils qu'on produit, pour nous, on les perfectionne au fur et à mesure et on commence à avoir une base de données assez claire. Après, c'est quelque chose qui sert le projet, je pense, et qui sert en même temps qu'il sert le projet, qui sert une réflexion un peu transversale qu'on a à l'agence. Parce je dirais qu'on a la chance quand même depuis le début, c'est une vraie chance, je pense, de travailler sur des sujets, de pouvoir travailler uniquement sur des sujets qui nous intéressent. Et de travailler sur des sujets qui ont pour beaucoup un rapport les uns avec les autres. Je disais qu'on travaillait beaucoup sur le logement, on travaille beaucoup sur la question du logement, la nature et la ville. Par exemple, en ce moment, on a 2 projets sur des transformations de cités-jardins, où cette question-là, du rapport entre le bâti et le paysage, elle est très présente. Et la façon dont on dessine le projet, la façon dont on construit aussi des méthodologies de travail, et ces méthodologies de travail, la façon dont elles aboutissent à des outils de dessin, elle nous permet, je pense, d'avancer plus vite dans cette réflexion transversale et dans la recherche qu'on peut mener en parallèle, mais qui est quand même complètement intégrée au projet. Par exemple, pour juste donner un exemple de comment on fonctionne à l'agence, on a tous plusieurs projets qu'on suit ensemble pour la plupart, mais donc après les personnes à l'agence suivent plus ou moins de projets, et en parallèle on essaie à ce que tout le monde ait un chantier de travail sur les outils. Par exemple, on travaille aujourd'hui sur les cités-jardins. On a été cet été à Los Angeles, on a visité ce qu'on appelle là-bas les garden apartments, qui sont des sortes de petites cités-jardins à l'américaine. Et donc, on a à l'agence une personne qui a travaillé, qui a mis elle a redessiné tous ces garden apartments, un peu de la même façon dont on a dessiné tous ces tissus de Atlantique à l'origine. Et en travaillant en lien avec la Toolbox, justement, sur aussi bien la qualité spatiale de ces garden apartments, la qualité du logement, mais aussi sur des données quantitatives, de densité à l'hectare, etc. Ce qui est un travail qui nous permet de nourrir la réflexion qu'on mène sur les cités-jardins et qui, en même temps, est vraiment un chantier parallèle. Et donc ce travail parallèle au sein de l'agence entre, disons, je n'appellerais pas ça recherche, c'est pas de la recherche, mais c'est nourrir d'une façon la boîte à outils de l'agence. Donc, d'une certaine façon, c'est nourrir une recherche transversale, mais par du dessin un peu concret au quotidien. Il existe des outils pour les architectes, comme le Neufert par exemple, ou le livre qu'on avait montré tout à l'heure de Alan Jacob, qui est un livre qui est très intéressant parce que c'est des outils, l'ensemble de ce livre-là, sur des rues dans énormément de pays différents, etc. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est il y a toute une partie sur des morceaux de ville qui sont extraits. Qui sont extraits ici, où on voit tout d'un coup la nature de la ville qui est extrêmement claire, ici dessinée en noir et blanc. On voit Barcelone ici, Paris, Berlin. Et ça, c'est aussi c'est des outils qu'on utilise aussi nous-mêmes. Il y en a d'autres qu'on trouve intéressant d'utiliser. Il y en a d'autres qu'on n'a pas, donc on essaie nous-mêmes de les développer. Mais on peut dire que toute cette réflexion-là sur les outils sur le dessin, on sait aussi qu'elle préexiste et qu'il y a beaucoup, beaucoup de références qui sont intéressantes comme ça et qu'on utilise. On n'a pas le sentiment d'inventer quelque chose d'extraordinaire, mais d'être plutôt dans une continuité aussi de recherche par rapport à tout ce qui a été produit aussi dans le passé.